Bonjour, je m'appelle Fabien Olicard. Dans Matière grise, nous nous intéressons à un point particulier sur le cerveau. Dans les épisodes précédents, vous avez proposé qu'on s'intéresse aux mensonges. Et justement, aujourd'hui... Justement, tu t'appelles pas du tout Fabien Olicard. Non, ça c'est vrai, Olivier. Merci Michel. Je t'en prie, Sébastien. Le mensonge, vous l'aurez compris, c'est vraiment le sujet du jour. Bienvenue dans Matière grise. Dans cet épisode, vous allez vivre 4 expériences. Expérience 1, les dieux du mensonge. Expérience 2, le meilleur alibi. Expérience 3, c'est à vous. Expérience 4, le détecteur de mensonges. Le tout avec la présence très appréciée de Mac Leslie. Le mensonge, un concept fascinant de duperie qui passe par le langage. Impossible de savoir quand a été prononcé le premier mensonge de l'humanité. Mais une chose est sûre, le mensonge peut avoir des formes différentes. Par exemple, mentir sur une donnée ou mentir par omission en ne donnant pas toutes les données volontairement. Nous allons nous confronter à une énigme que vous connaissez peut-être. Si vous la découvrez pour la toute première fois, vous allez comprendre comment on peut intégrer la possibilité d'un mensonge à notre raisonnement. Il y a 2 personnes. L'une d'elles ment en permanence, mais nous ne pouvons pas savoir qui c'est à l'avance. Les 2 personnes parlent dans votre langue et peuvent répondre à des questions complexes. Pourtant, vous pouvez déjouer tous leurs mensonges. Expérience 1, Mac. On va parler d'énigmes, mais d'énigmes qui intègrent le mensonge. D'accord. On peut intégrer le mensonge à une réflexion. On peut se dire peut-être qu'on me ment et comment je peux intégrer ce peut-être qu'on me ment à ma réflexion pour être sûr de trouver un résultat. D'accord. Bienvenue devant les portes du paradis et de l'enfer. Quand il y a l'un, il y a l'autre, c'est binaire dans mon énigme. Devant ces 2 portes, il y a 2 gardiens. Ils sont en tout point identiques et voici ce que dit mon énigme. Elle dit que l'une des 2 portes mène à l'enfer, l'autre au paradis, on ne sait pas laquelle. Elle dit que l'un des gardiens dit toujours la vérité et l'autre gardien dit toujours un mensonge, on ne sait pas lequel non plus. On a le droit de poser qu'une seule question à l'un des 2 gardiens et avec leur réponse, il faut déduire quelle est la porte du paradis. L'un dit toujours la vérité. Et l'autre ment toujours. Et l'autre ment toujours. Et j'ai le droit de ne poser qu'une seule question. Alors, on va poser la question la plus simple. Si je pose la question à celui-ci, est-ce la porte du paradis? Et qu'il me dit oui, soit c'est le menteur, et donc ce n'est pas la porte du paradis, soit ce n'est pas le menteur, et donc c'est la porte du paradis. Donc on voit que typiquement cette question de base ne résout absolument rien. Exactement. Il faut que je trouve une réponse qui me permette de déterminer si la personne ment ou si elle ne ment pas. Est-ce que c'est forcément le menteur qui garde la porte de l'enfer? Non, pas nécessairement. Voilà, donc je pourrais peut-être en une seule question savoir quelle est la personne qui ment et celle qui ne ment pas, mais ça ne m'indiquera pas pour autant quelle est la porte du paradis ou quelle est la porte de l'enfer. Il suffit de lui dire par exemple, est-ce que je suis devant vous? Si la personne dit non, on sait que c'est un menteur à ce moment-là, mais on n'a pas la porte. Donc il faut que je trouve une question qui regroupe les 2. Exactement. Mais ça peut pas être une question à tiroir. Là où tu commences à toucher du doigt quelque chose, c'est que si tu regroupes les 2, tu es sûr d'une chose, c'est d'avoir un mensonge comme réponse. Alors la solution, c'est de demander à l'un ce que va répondre l'autre. Ah, ça c'est malin. Ton voisin garde-t-il la porte du paradis? Excellente question. Voilà. Alors donc, celui-ci dit alors, ton voisin garde-t-il la porte du paradis? Si tu veux te faire des tests. Alors, ton voisin garde-t-il la porte du paradis? Si celui-ci dit vrai, il va me dire oui, effectivement, il garde la porte du paradis, donc je peux y aller. Voilà. Si celui-ci est le menteur et qu'il me dit oui, le voisin garde la porte, oui, mon voisin garde la porte du paradis, non, il ment et il peut très bien mentir et ça peut être très bien la porte de l'enfer. Donc, c'est pas exactement ça. Alors, tu vas regarder, on va rajouter une dernière nuance. Ouais. C'est si je demande à ton voisin s'il garde la porte du paradis, que va-t-il me répondre? Ah, si je demande à ton Donc, voisin. si je demande à ton voisin s'il garde la porte du paradis, que va-t-il me répondre? Et là, sans même faire les tests, tu vas vite te rendre compte que s'il me dit la vérité, lui, il va répondre le mensonge de l'autre, puisque que va-t-il me répondre? Et si lui me ment, si c'est le menteur, il ne va pas me donner la vérité puisque c'est un menteur, donc il va me mentir sur la réponse de l'autre. Oui. Donc dans les 2 cas, je vais avoir un mensonge comme réponse et moi, il me suffira du coup de faire l'inverse.
Que va me répondre ton voisin si je lui demande s'il garde la porte du paradis? Voilà la bonne question à poser pour savoir où est la porte du paradis. Et alors, pour la petite histoire, on m'a posé cette énigme quand j'avais 15 ans. Je n'ai jamais trouvé la réponse. Parce que c'est notre manière de penser, en fait. C'est notre manière de réfléchir. Et en fait, qui s'explique très bien avec des mathématiques, plus qu'avec des mots. C'était notre petite initiation au mensonge de si on est sûr qu'il y a une donnée qui est corrompue quelque part, mais qu'on ne sait pas quelle donnée, on peut quand même établir des hypothèses de résultats en se disant « Ok, il faut que j'intègre toujours le fait qu'il y ait une donnée corrompue dans le système ». Et c'est intéressant pour beaucoup de systèmes, tu vois, de se dire bon, je sais qu'il y a un loustic dans le tas qui a changé quelque chose, est-ce que je peux quand même tirer quelque chose du reste, tu vois? Et oui, effectivement. Le mensonge peut se glisser dans beaucoup de raisonnements scientifiques. Tu as aussi les présentations erronées, fallacieuses, etc. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment lire toute la production scientifique. Je le vois dans beaucoup de sujets qui m'intéressent, effectivement, en se disant attention, est-ce qu'il n'y a pas un mensonge quelque part? Et notamment, il y a souvent une corruption du raisonnement qui vient souvent, qui est de confondre association et causalité. Ce n'est pas parce que tu observes une association entre deux facteurs que tu vas avoir une causalité d'un facteur par rapport à l'autre. Et ça, c'est une erreur de raisonnement que beaucoup de gens commettent très souvent. Merci pour cette première expérience. Il faut comprendre que lorsque l'on sait qu'une donnée est corrompue, il suffit de l'intriquer avec l'autre donnée pour ensuite conclure que le résultat est faux. Et faire l'inverse. Ça va toujours, vous? C'est une manière de réfléchir très différente, mais très stimulante pour notre cerveau. Maintenant que vous avez fait chauffer vos neurones, si, là clairement, nous allons faire quelque chose de plus ressenti, démasquer les menteurs. Juste après, évidemment, ce placement de produit de la marque Fabien Olicard, comme toujours. Monsieur Olicard, je vous en prie, asseyez-vous. On dit souvent qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Cet interrogatoire va être très... Une shape? musclé. Vous pouvez me dire où vous étiez en janvier, vers 20h? Début janvier vers 20h, j'étais où? J'étais du 4 au 8, j'étais à Nantes, à la compagnie du Café-Théâtre. Y a quelqu'un qui peut corroborer les faits? Bah pas qu'un peu, ouais mon petit bonhomme, parce que c'était complet, c'est un théâtre. Il y a au moins 70 personnes par soir parce que c'est des grosses salles que je fais en ce moment. Parce que je fais un spectacle qui s'appelle En Création, donc c'est le processus de création du nouveau spectacle. Des 5 soirs du 4 au 8, ça fait 5 soirs où il y a des gens qui peuvent dire j'étais là. Ouais, non, ça se tient. Bah j'espère bien que ça se tient. Non, je veux dire, le spectacle, ça se tient? Ah, il se tient pas mal, ça va. En fait, on a déjà fait 20% de la création. Tous les soirs sont différents, mais ça commence à avoir une structure. C'est un peu un labo créatif. C'est chouette à vivre et à voir aussi, je pense. D'accord. J'ai une autre question pour vous. Pour voir si vous avez réponse à tout. 2 x 12? Pas du tout. Entre mars et avril. 144, ça j'avais la réponse. Mars et avril. Ouais. Entre 20h, vous serez où? De cette année. Ouais. Je peux vous dire où je serai avec mon spectacle. Je serai à Poissy, à côté d'Annecy, le 10 mars, à Ergué-Gabery, qui est à côté de Quimper, le 18 mars. Alors, je rentrerai en Mayenne, entre Laval et Le Mans, le 19 mars. À Saint-Nabord, c'est à côté de Colmar, le 26 mars. Et à Strasbourg, le 14 avril. À Chaumont, à côté de Troyes, le 15 avril. C'est quand même marrant que vous ayez un alibi sur toutes ces dates. Bah, c'est mon calendrier de tournée. Ouais, mais c'est sur des dates où il y a un crime qui va être commis. Oui, j'ai des Minority Reports, monsieur. Ouais. Et en mai et en juin, entre 20h, vous serez où? Ça, c'est une question pour vous. C'est toujours une question pour moi. Eh ben, je serai à Lens le 3 mai, à Fourmies, c'est la frontière belge le 4 mai, Dunkerque le 5 mai, à Denain, c'est à côté de Valenciennes, le 6 mai, à Lille. À côté de Lille. Très bon en géo. Le 7 mai. Saint-Raphaël, c'est à côté de Cannes le 27 mai. À Nantes le 1er juin. Saint-Cyr-sur-Loire, c'est proche de Tours le 2 juin. Genève le 9 juin. Marseille le 17 juin. Toulon le 18 juin. Et à Besançon le 30 juin. Ce sera la fin de la tournée de création dans les petites salles. Ça c'est terminé après. Très bien, très bien. Si jamais on veut vous surveiller de loin en étant dans la salle, on peut acheter ses billets en ligne? Vous me regardez comme un pigeon, monsieur l'inspecteur. Oui, le lien est dans la description. Comme c'est ma tournée, je vous mets le lien dans la description. Mais c'est quoi l'objet de votre recherche? Je ne sais plus du tout pourquoi je vous interrogeais. Peut-être que c'est pour répondre à la fameuse question qu'on me pose toujours à la fin des spectacles quand je parle avec le public. Quelle est-elle? Il est pas là, Loïc? Peut-être que je serai là, mais pour vous surveiller. Ou pas. Soyez attentifs à la prochaine expérience. Nous allons voir qu'il n'est pas si simple de démasquer un menteur ou une menteuse, mais que cela reste possible de faire une hypothèse. Je parle d'hypothèse car on ne peut jamais être certain à 100% qu'une personne ment. Alors Mac, on va avoir 4 personnes qui vont se défiler devant nous et qui vont nous raconter une anecdote de leur vie.
Bien. J'ai un problème, c'est que je sais qu'il y a un menteur ou une menteuse pathologique dans le tas, alors que les autres sont très honnêtes. Mais j'arrive pas encore à identifier qui, donc on va devoir ensemble trouver qui ment parmi ces 4 personnes. Je vais faire de mon mieux. On va les appeler à la barre. On a tout installé comme ça. Première personne, ce sera Chris. Bonjour. Bonjour. On t'écoute pour ton anecdote. Alors mon anecdote, c'est que j'ai fait de la prison aux États-Unis. Dans quel pénitencier? C'est une bonne question. C'était en Alabama. Merci. Je vais vous demander de vous mettre sur le côté. On reviendra sur lui si on a besoin. Ça, déjà, c'est la première chose qui est très bien, c'est de demander un détail particulier. Plus le détail est compliqué, plus on peut apprécier un petit peu le degré d'aisance. Maud. Bonjour. Mon anecdote, elle est toute simple, c'est que j'ai déjà pris un couteau dans le dos. Combien de jours de travail? À 0, c'était pendant les vacances. Merci. Monsieur Clément. Bonjour. J'ai été la doublure piano de David Hallyday. Sur quel piano? Ah, je ne me souviens pas de la marque du piano. J'étais juste une doublure. Je ne sais pas jouer de piano. Merci beaucoup. Et Inès. Bonjour. Bonjour. Alors, quelle est ton anecdote, Inès? J'ai failli mourir d'une pneumonie. Une pneumonie virale ou bactérienne? Alors ça, une pneumonie. Voilà, c'était là-dessus. Tu l'avais attrapé où? À l'hôpital, je crois. Je crois que c'était ça. C'était quand? Il y a combien de temps? Longtemps. Très longtemps. Genre très très longtemps, t'étais enfant? Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu as vécu cette période-là? Mon père était en voyage et ma mère devait me garder. Et en fait, j'étais alitée depuis quelques jours. Et quand mon père est rentré et qu'il a vu que j'étais complètement apathique, quoi, il m'a emmenée aux urgences et on n'a pas voulu me prendre tout de suite en charge. Et du coup, il a fait tout un truc pour pouvoir dire « mon enfant va mourir ». Enfin, des trucs comme ça, voilà. Donc voilà, j'ai failli mourir d'une pneumonie. Merci Inès. Merci Inès. Alors tu vois, là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand je dis comment tu le vivais, elle nous raconte que son père était en voyage, sa mère faisait ci, faisait ça. C'est pas des détails utiles en fait. Et ça, en général, le menteur ne prend pas le temps de fabriquer tout cet historique-là, à part le menteur pathologique qui est atteint de mythomanie. En général, on va droit au but parce qu'on veut juste convaincre de quelque chose. On va faire revenir Chris, peut-être? Tu as des questions à lui poser, peut-être? Pourquoi tu as fait de la prison? Parce que j'allais aux États-Unis pour un tournage, pour une publicité. Et je suis arrivé à la frontière et ils m'ont demandé ce que je venais faire, comme toujours. Et j'ai répondu avec beaucoup d'assurance, I'm here to shoot Tony Parker, parce que je faisais un tournage avec Tony Parker. Et shoot veut dire filmer, mais aussi pan. Et ils n'ont pas trop apprécié la raison de ma venue. Et donc ils m'ont embarqué. Peux-tu nous donner ton itinéraire depuis la France jusqu'à ta rencontre avec Tony Parker? Oui, j'ai fait Paris, Amsterdam, Los Angeles. Et ensuite, on a fait Los Angeles jusque dans l'Alabama en voiture. Tu as dit que tu avais fait la prison en Alabama parce qu'au passage de la frontière, on t'avait demandé ce que tu allais faire aux États-Unis. C'est là que tu allais toucher Tony Parker. Alors je vois que la frontière, tu l'as passée à l'arrivée à l'aéroport à Los Angeles. Et c'est pourtant en Alabama, très loin de Los Angeles, que tu vas être emprisonné quelques heures. Oui, parce qu'au début, ils ont laissé passer. Et une fois arrivé en Alabama, il y a eu des réels problèmes sur le tournage. Et du coup, ils sont venus, la police est venue. Et quand on passe la frontière, en fait, on est fiché. Et du coup, ils ont pris mon identité. Et c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait eu un problème à la frontière. Merci Chris. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant sur Chris, pareil dans les faisceaux de la psychologie du mensonge, c'est qu'en général, un menteur regarde beaucoup dans les yeux ses interlocuteurs. En fait, quand on raconte une anecdote, on ne fait que de décrocher le regard parce qu'on a besoin de se rappeler un petit peu. Un menteur n'a pas besoin de faire ça, et inconsciemment ou consciemment, il a besoin de regarder le visage des gens pour se dire « est-ce qu'ils sont en train de me croire ?» Et Chris avait tendance à être comme ça. On fait revenir Clément? Clément, bien sûr. Alors que faisait David Hallyday pendant ce temps-là? C'est ça. Et ben, il faisait sa chanson en playback pour une émission musicale sur la chaîne M6. Ah oui, donc c'était une émission musicale, et donc c'était juste pour faire un plan en plus qu'on t'a demandé. Voilà. Il fallait quelqu'un en fait derrière le piano. Il y avait des musiciens d'emprunt en fait qui étaient embauchés sur le tournage. Et on m'a dit bah tiens, il n'y a pas le pianiste. Est-ce que tu peux venir te mettre derrière le piano? Merci Clément. Là, ce qui est intéressant pour Clément, c'est qu'il ne cherche pas à nous en mettre plein les mirettes.
Tu vois ce que je veux dire? Oui, En c'est un général- mensonge modeste. Oui, quand, Oui. quand on veut mentir, on essaie d'en mettre un petit peu plus. On va refaire venir Maud parce que tu n'as pas beaucoup parlé, toi, tout à l'heure. À quel moment on se retrouve avec un couteau dans le dos dans la vie? Et bah, c'était les vacances, on était entre amis et voilà, c'est mon ex-copain qui est responsable de ça à l'origine. Mais c'est Voilà, quoi le en fait, il m'a déroulé? poussé et il y avait un couteau rangé, mal rangé dans une glacière et je me suis empalée dessus, quoi. Et le couteau est rentré profondément? Bah, de à peu près ça. En fait, ce qui m'a sauvée, c'est qu'il est rentré dans une côte. Et à partir du moment où tu as le couteau planté, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais pas mentir, la soirée était un peu avancée, donc on était tous un peu éméchés et je sens que j'ai mal. Il y a quelque chose qui va pas et en me relevant, je passe la main dans mon dos. Et en fait, en faisant ça, je vois que c'est tout rouge et je comprends qu'il y a un problème parce que j'ai mal et je vois du sang sur ma main. Ce qui est marrant, c'est qu'on savait pas en fait comment je m'étais blessée avant que mon ex-petit copain voit dans la glacière le couteau sorti, dressé vers le ciel. Et là, on a fait le lien, tout de suite les pompiers, les urgences, etc. Et tu vois, là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en lui posant une question, elle nous le déroule quand même, son histoire. Elle fait travailler toutes ses mémoires, d'ailleurs, tu vois. Et ça nous sert aussi de bons points de comparaison avec Chris, où au final, est-ce que tu serais capable d'expliquer ce qui s'est passé, toi, pour Chris? Non, je trouve qu'il y a des incohérences dans ce récit. Il nous dit qu'il va pour faire un tournage pour Tony Parker, to shoot Tony Parker. C'est là que les policiers de la frontière... Ce qui est assez crédible, ce qui est crédible, effectivement. Attendez, on va vérifier ça, il l'incarcère quelques heures. Et puis en fait, on s'aperçoit qu'il est en train de tourner déjà avec une publicité avec des fusils pour Tony Parker, qu'il y a un souci, que des policiers viennent pour l'interroger, qu'il était fiché. Je pense que les policiers américains ont toujours à faire de savoir qui est fiché, etc. Voilà, il n'y a pas besoin de retourner à la frontière pour s'apercevoir qu'ils viennent d'arriver aux États-Unis. Donc ce récit me semble incohérent. Je pense que Chris est le menteur. Je pense aussi que tu as raison. Chris, avancez à la barre des accusés. Chris, Ne McLesguy, mettez pas en prison, s'il vous plaît. Hein. McLesguy vous accuse de mensonge éhonté. Et c'est tout à fait faux. Que Mon histoire est tout à Ah fait oui, fausse. parce que là, du coup, c'était pas clair. Pardon, mon histoire est tout à fait fausse. Enfin, pas tout à fait fausse. J'ai réellement été faire une publicité avec Tony Parker à Los Angeles. J'ai vraiment donné cette raison de I'm going to shoot Tony Parker à Los Angeles. Ils ont bugué jusqu'à ce que je leur montre la caméra et qu'ils comprennent, et ils m'ont laissé passer. D'où le côté très crédible de ce passage-là. Ouais. En fait, tu as enjolivé, tu as tiré une histoire qui était réellement passée. L'erreur que tu as faite, c'était de dire Alabama. J'ai dit Alabama, mais vraiment parce que vous m'avez posé la question de quel centre pénitentiaire, et mon cerveau a fait bug. J'ai fait oula, quoi? Je sais pas pourquoi j'ai pas dit Los Angeles, qui était beaucoup plus Je crédible. pense que dans le fond, intérieurement, tu Alabama, t'es je dit sais pas. Alabama en mode c'est paumé, personne ne Exactement, connaît. il saura pas. Peut-être il sait pas le placer sur une carte. Même moi, on je sais pas le Ouais, placer voilà. sur une carte. Voilà. Et ben voilà. Du coup, mon cerveau a bugué. J'ai dit Alabama, et à partir de là, c'était fini. Vous m'avez piégé Et d'ailleurs, d'étape en étape, quoi. c'est typique des personnes qui mentent comme ça sur une anecdote, c'est-à-dire de vite aller dans des endroits en espérant que la personne ne nous suive pas. Et après, dès que tu cherches à creuser, tu as toujours en face, on le voit dans la psychologie des mensonges, des espèces de patauges. Non, t'as pas compris, c'est parce que. C'est une phrase qui revient souvent. Oui, non, mais ça, c'est parce que, blablabla. Alors que si c'est cohérent, il n'y a jamais besoin de dire oui, mais non. Et là où tu as raison, et je m'en étais jamais fait la réflexion, c'est que quand on pose des questions, dans les 3 autres cas, le récit s'est éclairci. Bien Et il sûr. est devenu de plus en plus cohérent, alors que Exactement. celui de Chris devenait de moins en moins cohérent. Voilà, c'est peut-être le signe du mensonge, tu as raison. Chris, merci d'avoir joué le jeu. Merci tout le monde. Et bravo, Mac. Mais Bravo. de rien, bravo à toi. Pas facile de trouver qui ment. Dans la réalité, vous pouvez le confondre plus facilement en augmentant sa charge cognitive. Pour cela, nous avons à disposition, entre autres, les différents travaux de Alder Fritsch, professeur de psychologie sociale appliquée et reconnu comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la psychologie du mensonge. Tout d'abord, soyez pleinement à l'écoute. Fixez intensément votre interlocuteur pour montrer que vous l'écoutez très attentivement. Cela peut le mettre mal à l'aise s'il ment. Laissez-le parler et ne le coupez que très peu. Plus une personne parle, plus les risques de cafouillage sont grands. Vous pouvez aussi demander des détails dans une chronologie différente de l'histoire d'origine. Il est très complexe de revenir à des endroits précis d'un mensonge. Tout à l'heure, nous verrons les signaux physiologiques du mensonge. Très intéressant, mais juste après le C'est à vous.
Alors, le principe du C'est à vous, Max, c'est que je te pose des questions, mais je leur pose en même temps. Oui. Vous répondez dans les commentaires. Et Max, tu réponds sincèrement, il n'y a rien à gagner, mais c'est noté. Bien. Question 1. Cher Mac, est-ce que tu penses que les animaux ou que des animaux peuvent mentir et savent mentir? Oui. Oui, avec l'intention du mensonge? Ah, la question de l'intention chez l'animal est une question qui est complexe. Plus on avance en éthologie dans les recherches sur l'intelligence animale, plus on s'aperçoit qu'elle est étendue. Elle ne s'exprime pas sur le plan de l'intelligence humaine, mais sur d'autres plans. Donc avec l'intention du mensonge, par exemple pour échapper à un prédateur, oui, je pense qu'il y a une intentionnalité et une conscience du mensonge chez certains animaux. Eh bien, tu as tout à fait bien répondu à tout ça. J'ai par exemple les mouches qui, pour détourner l'attention par exemple de la femelle, les mâles vont lui offrir un cadeau. Alors au début, ils faisaient un petit cocon de soie où ils mettaient au début, ils apportaient de la nourriture. Ils se sont dit, ça prend pas assez de temps. Ils l'ont enrobé dans un cocon de soie, puis ils se sont dit, ça prend toujours pas de temps, le déballage, c'est pas assez de temps. Donc ils ont fait un énorme cocon de soie, et là, ça prenait beaucoup de temps. Et du coup, les mouches se sont dit, pourquoi je mets un truc dans le cocon le temps qu'elle déballe? Et donc maintenant, ils mettent, la mouche met un petit caillou, par exemple, dans le cocon de soie. La mouche femelle le reçoit, elle le secoue, elle entend quelque chose. Et le temps qu'elle ouvre, la mouche mâle fait son œuvre et s'en va. Et donc, il y a un vrai mensonge et il y a un vrai but d'obtenir quelque chose via ce mensonge. Donc, c'est vrai chez cet animal-là et chez plein d'autres. Question 2. Selon les études, les femmes mentent plus souvent que les hommes. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai, non pas parce qu'elles auraient, alors c'est un avis purement personnel, hein, je pense que c'est vrai, non pas parce qu'elles auraient une propension à mentir plus forte que les hommes, mais je suis sûr que les femmes verbalisent plus et parlent plus que les hommes. Ça, les études le disent, hein, dans une conversation, les femmes ont tendance à parler plus. Et donc, je pense que récurremment, elles sont conduites par ce fait à mentir plus que les hommes. Ok, donc toi, ton raisonnement, c'est par exemple quelqu'un qui conduit beaucoup sa voiture a plus de chances d'avoir un accident. Donc quelqu'un qui parle plus a plus de chances de mentir, entre guillemets. En quelque sorte. Alors, le raisonnement est bon, mais l'étude de 2009 qui a été faite par la Fox dit que les hommes mentent plus souvent que les femmes. Et dans cette étude, on apprend par contre que les femmes qui mentent ou qui ont établi un mensonge, 82% d'entre elles ressentent des scrupules, des remords, ça c'est intéressant, alors que pour les hommes, c'est moins de 70%. Par contre, ça c'est une autre étude qui l'a confirmé, c'est une étude du Musée de la Science à Londres. Donc au final, les hommes parlent moins, mais mentent plus et ont moins de scrupules, au final. Il va falloir qu'on s'améliore. Il faut qu'on s'améliore. Question 3. On peut reconnaître un menteur sur la mélodie de sa voix. Est-ce que tu sais comment? Peut-être qu'il va avoir tendance, je le verrai assez bien, monter dans les aigus, parler d'une voix plus fluette, plus élevée que s'il disait la vérité. Je ne vois pas un menteur dire non, j'ai fait de la prison en Alabama, j'en suis oui, j'ai fait de la prison en Alabama, donc je dirais qu'il monte dans les aigus. Tu as tout à fait raison, donc c'est la prosodie qui nous l'indique, hein, l'intensité, la hauteur et la vitesse de la voix. Donc les menteurs ont tendance à parler un peu plus vite et comme tu le disais, à monter dans les aigus. C'est pas tant le mensonge d'ailleurs qu'on étudie dans ces moments-là, parce qu'on n'est pas capable de le détecter comme une science dure. Par contre, c'est de la variation d'émotions en fait, hein. C'est la gêne qui nous fait accélérer et qui nous fait monter dans les aigus. Quatrième. Alors quatrième, c'est un peu sous la forme d'une énigme. Imagine que, Mac, tu es dans une soirée de mariage et tu croises deux personnes qui sont Manon et Cléa. Tu sais que l'une des deux est mariée et l'autre non. Comme tu veux savoir laquelle est mariée, tu leur poses la question. Et Manon répond « Je suis mariée », alors que Cléa répond « Je ne le suis pas ». Et tu sais que au moins l'une des deux ment. Est-ce que tu peux décider, est-ce que tu peux déterminer leur statut matrimonial? Manon dit être mariée. Oui. Si elle ment, Claire dit la vérité, elle n'est pas mariée, donc aucune d'eux n'est mariée. Si c'est maintenant Claire qui ment en disant elle n'est pas mariée, elle est mariée, et comme c'est elle qui ment et que Manon dit la vérité, elle est donc mariée elle aussi, ça nous en fait deux qui sont mariés. Donc je suis... Et maintenant je te redonne l'énoncé. Oui. Et peut-être ça devrait te débloquer. Dans une soirée de mariage, vous croisez Manon et Cléa. Vous savez que l'une des deux est mariée, l'autre non. Jusque-là, tu avais très bon. Comme vous voulez savoir laquelle, vous leur posez la question. Manon répond « Je suis mariée ». Cléa répond « Je ne le suis pas ». Ça serait plus simple si vous ne saviez pas que l'une au moins des deux ment. Pouvez-vous me dire leur statut matrimonial?
Bah, la réponse est non, je ne peux pas dire leur statut matrimonial. Et c'est tout à fait correct. Ou la deuxième réponse possible attendue est elles mentent probablement toutes les deux. Et ça, c'est intéressant parce que dans ce genre d'énigmes, souvent, on se raccroche à ce qu'on connaît de ce genre d'énigmes. Et donc, c'est presque notre cerveau qui nous ment à nous-mêmes en déterminant qu'il y a forcément une qui ment et une qui dit la vérité. Exactement. Alors que ça peut être les deux qui mentent. Oui, parce que tu as dit il y en a au moins une Des deux qui qui ment. mentent. Absolument. Tu n'as pas dit l'une ment et l'autre pas. Ouais. Et là, j'aurais dû dire cette énigme est Et impossible. c'est toi qui Je me suis arrêté au fait de dire il y en a une des deux qui ment. Il y en a au moins une des deux qui ment. Je l'ai traduit par il y en a une des deux qui ment. Voilà, et mon erreur est là. C'est assez marrant aussi de voir comment on se recrée des cadres un petit peu tout seul parfois, alors qu'il ne faut pas hésiter, si on voit une impossibilité, à en sortir pour se dire attends, est-ce que c'est pas un réflexe de pensée que j'ai maintenant? C'est intéressant. La manipulation de la fausse information n'est pas une chose simple. Par contre, tous les jeux de bluff comme Time Bomb par exemple, où il faut mentir et argumenter, sont très bons pour l'esprit et pour le développement cognitif de votre cerveau. Voilà au moins un avantage au mensonge. Comme il est utilisé dans le cadre d'un jeu, il améliore de plein de manières différentes votre cerveau et consomme pas mal d'énergie. Oui, réfléchir en plus ça fait maigrir. Mais peut-on détecter le mensonge par les réactions du corps et du visage? Et si oui, est-ce qu'une machine peut vraiment le faire? On va équiper Mac d'un détecteur de mensonges pour regarder ça de plus près. Pour cette expérience, j'ai appelé à la rescousse Baptiste et Artus, connus sous le nom des frères Poulain. Ces bricoleurs hors pair ont construit un réel polygraphe, une machine à détecter le mensonge. Si les secrets de cet appareil vous intéressent, vous retrouverez toutes les étapes de fabrication directement sur leur chaîne YouTube en lien dans la description. Pour cette dernière expérience que je vous avais un petit peu teasée, nous recevons donc les frères Poulain. Si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez qu'ils ont fabriqué cette étrange machine qu'ils viennent de mettre sur Mac. Alors déjà Mac, merci de jouer le jeu. Hein. Je t'en prie Fabien. Et cette machine, elle a pour prétention quoi? Est-ce que tu nous expliques Artus? Elle va analyser un petit peu toutes les courbes que peuvent dégager un corps humain. Le maximum du moins qu'on a réussi à intégrer sur cette machine. Donc on va avoir la dilatation de la pupille, on va avoir le rythme cardiaque, on va avoir la déglutition grâce à un capteur placé sur la gorge, on va avoir aussi l'oxygénation, on va avoir la fréquence cardiaque et je crois que j'en oublie un. Le taux de sudation. Le taux de sudation, c'est ça. Alors ça, c'est très intéressant, c'est que c'est ce qu'on peut appeler un polygraphe, c'est les détecteurs de mensonges. Il y a des pays où on s'en sert réellement pour essayer d'avoir des indices dans les tribunaux. En France, c'est pas le cas et on verra pourquoi tout à l'heure. Mais la seule chose qu'on sait, c'est que du coup, le mensonge, on ne peut pas détecter le mensonge en lui-même, on peut détecter les variations des réactions corporelles et c'est ça qu'on va voir sur Mac. On va commencer par lui poser des questions dont nous sommes certains que la réponse est vraie. Je te laisse faire, Baptiste. Tu t'appelles bien Mac Lesguy? Oui. Tu es un homme? Oui. Tu vis dans le Doubs? Non. Tu portes aujourd'hui une veste? Oui. Elle est de couleur bleue. Oui. Tu travailles aujourd'hui à la télévision? Oui, principalement. Et ton métier de formation, c'est ingénieur? Oui, agronome. Toutes ces données qu'on vient d'avoir à l'image, on a vu les oscillations, les courbes, on n'a pas vu de pic surprenant. Maintenant, on va comparer avec des questions dont on ne connaît pas forcément la réponse, mais qui peuvent être piégeantes, stressantes, et dont on ne saura jamais si Mac nous ment ou pas. Donc Mac, sens-toi libre de nous mentir ou de nous dire la vérité à loisir maintenant. Entendu. Alors Mac, tu portes une paire de baskets? Oui. Tu fais beaucoup de sport? Beaucoup. Et du coup, c'est quelque chose que tu apprécies? Ou c'est plutôt une souffrance? Ah, c'est les deux. Quand on fait du sport et qu'on va un petit peu à la limite, c'est un peu une souffrance, mais c'est aussi un plaisir parce qu'on est content d'avoir souffert. No pain, no gain. Là déjà, ce qu'on peut commenter, et ce qui est un peu rigolo, c'est l'augmentation de la fréquence cardiaque qui pourrait nous dire, si on regardait juste les données brutes, moi je me dirais, tiens, il vient de mentir récemment. Et si on regarde la réponse qu'il vient de faire, c'était de l'humour, tout simplement. Donc en faisant une blague, on a des réactions physiologiques qui changent parce qu'il y a une excitation, il y a l'amusement de tout ça. Il y a aussi quand on fait de l'humour, de se demander inconsciemment est-ce que la blague elle va faire mouche ou pas, est-ce qu'elle va fonctionner. Ça peut générer des petits stress et tout ça nous donnerait l'impression qu'il a menti alors qu'il n'a pas de donnée, une véritable donnée, il vient juste de nous faire une blague, quoi. Prochaine question s'il vous plaît. Prochaine question.
Ah, attends, il faut que je trouve là. Bah, moi j'ai une question. Mac, dans le fond, est-ce que tu m'aimes vraiment? En fait, non, non, Fabien, je t'aime pas vraiment. Pour moi, tu représentes la jeunesse, la jeune génération, celle qui va me pousser bientôt à la retraite, et je te déteste en fait. C'est la vérité, je crois. Bah, c'est intéressant parce qu'à chaque question, de toute façon, il y a un peu de stress forcément. Et donc tout de suite, dès le début de la question n'est pas encore posée. Il sait que la question va être posée. On voit que eh bien, les tracés, le graphique, il part dans tous les sens. Par contre, après, on sent quand même que ça se stabilise après la question. Après, on pourrait peut-être décider des petits pics. En utilisant la machine, la chose qu'on a remarqué le plus, en fait, c'est quand la question, elle est vraiment sensible, en fait. Parce qu'on est sensible à la question. Ah oui, c'est joliment dit, oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si c'est un mensonge ou pas, mais si on pose une question très pointue sur un sujet particulier, qu'on ne sait pas que ça va toucher la personne, mais qu'il y a une réaction physique forte, Oui. ça nous est déjà arrivé avec Baptiste, pour le coup, de poser une question vraiment ciblée, et d'un coup, on se rend compte que la personne a une réaction très forte. Je suis au niveau... 100% d'accord avec ça. Et là, à ce moment-là, sensible à la question, on sait qu'on a Ah, touché ouais. quelque chose. Est-ce que derrière, ce qu'il va raconter, c'est la vérité ou un mensonge? Ça, on ne sait pas. Par contre, on sait que là, il y a Mais la peut-être question l'a impacté, quoi. Exactement. Ah ouais. Et c'est pour ça que la question, Fabien, m'a vraiment déstabilisé. Ouais, c'est ça, non mais c'est super. Alors, si je dis la vérité, c'est un peu plat. Bon, je vais mentir pour rigoler, mais en même temps, ça va peut-être lui faire plaisir. Donc voilà, il y a cette espèce de micro-stress. Tout ça pour dire, effectivement, voici pourquoi on ne se sert pas du polygraphe de manière professionnelle, parce que tout à l'heure, je vous disais, il n'y a pas un être humain qui peut se vanter de savoir dire quand une personne ment. Eh bien, de la même manière, il n'y a pas une machine qui est capable de dire quand est-ce qu'une personne ment. Il n'y a que des machines qui savent relever des données, et les données doivent être interprétées par un être humain, et on en revient au point de départ, il n'y a pas un être humain qui est capable de dire quand est-ce qu'une personne ment. Alors ça, c'est très intéressant pour s'amuser, on l'avait déjà fait sur la chaîne avec des résultats qui étaient plus faciles sur des choses très factuelles. Tu vois, de penser à une carte rouge, noir, on relevait les pics de stress, mais sur des vraies questions de choses qui sont pensées, qui sont ressenties, qui sont de l'ordre du souvenir aussi, le stress même aussi de la question, si demain ou si là je posais une question à Mac sur qu'est-ce que tu as fait précisément le 13 août, parce que si la réponse ne nous convient pas, on va t'accuser de quelque chose, ces pics de stress vont être intenses, nécessairement, quoi. Donc c'est marrant comme outil, et bravo d'avoir construit ça, mais évidemment, ça reste qu'un jouet. Comme vous l'avez constaté, il n'y a pas de réelle fiabilité dans les machines. Elles sont là pour fournir des données uniquement. Et c'est à l'humain derrière de les interpréter, comme pour tout. Une interprétation ne peut pas être fiable à 100%. Merci à tous les participants, à toute l'équipe, à Sherlock's Mind et Updated, à la production, à Loïc à la réal avec toute son équipe et bien sûr à Mac Lesguy. N'hésitez pas à découvrir son émission E = M6. Je vous mettrai le lien du dernier replay dans la description. Le prochain épisode de Matière Grise sera publié le mois prochain et la thématique sera la concentration. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à la chaîne si cette série de vidéos vous plaît. Vous avez également les 12 autres épisodes précédents de Matière Grise dans la description. Alors, sommes-nous condamnés à nous faire avoir par les mensonges? Pouvons-nous les déjouer grâce à la logique de notre cerveau? Eh bien, nous verrons ça, et bien plus encore, dans les prochains épisodes de Matière Grise. À très bientôt. Salut! C'est ciao en fait. Faut arrêter de se faire passer pour moi à un moment donné. C'est mon escalier.